Il était assis dans le coin du restaurant le plus exclusif de Paris, vêtu d'un trench coat gorgé d'eau qui exhalait une odeur de pluie et de tabac de mauvaise qualité. Pour le personnel, il n'était qu'une nuisance visuelle, une tache sur le décor impeccable. Pour les milliardaires installés aux tables voisines, il était une horreur, un intrus dans leur sanctuaire de cristal et de soie. Ils se moquèrent de lui à demi-mot, cachant leur ricanement derrière des flûtes de champagne dont le prix aurait pu nourrir une famille pendant 1 mois. Le directeur de salle était à quelques secondes d'appeler la police pour le faire expulser manu militari. Ils pensaient tous avoir affaire à un sans-abri, cherchant désespérément un abri contre l'orage biblique qui frappait la capitale. Ils se trompaient lourdement. L'homme qui grelottait dans son coin ne cherchait pas simplement un repas chaud ou un moment de répit. Il cherchait un héritier, une âme capable de porter le poids d'un empire. Et au moment où la serveuse s'approcha pour lui murmurer quelques mots, dans une langue qui n'aurait jamais dû exister dans cette enceinte de luxe, tout l'équilibre des forces de la ville bascula irrémédiablement. La pluie sur Paris ce mardi-là n'était pas de celle qui purifie les rues, mais de celle qui semble vouloir noyer les souvenirs. Elle fouettait les vitres blindées de l'Écrin d'Or, le seul établissement 3 étoiles Michelin du Triangle d'Or, où le menu ne mentionnait jamais les prix et où les réservations se transmettaient souvent par héritage. À l'intérieur, l'air était saturé de parfums de truffes blanches, de bois d'acajou ciré et de la froideur de l'argent ancien. Mireille ajusta son tablier blanc, tentant de dissimuler le léger tremblement de ses mains. C'était sa 3e double vacation consécutive. Ses pieds saignaient presque dans ses chaussures de travail noires, et son esprit était prisonnier d'un calcul mathématique terrifiant. Les factures médicales de sa mère devaient être payées avant jeudi, et son compte bancaire affichait actuellement un découvert de 42 €. La table 4 attend un second flacon de Château Margaux. Marcel, le chef de rang, lui siffla à l'oreille avec venin. Marcel était un homme dont le costume coûtait plus cher que les frais de scolarité que Mireille n'avait jamais pu finir de payer, et possédait une âme aussi mince qu'une carte de crédit périmée. « Et arrête de te voûter », ajouta-t-il. « Tu as l'air d'une paysanne en plein milieu d'un bal. »« Oui, Marcel, » murmura Mireille en redressant sa colonne vertébrale malgré la douleur lancinante dans ses lombaires. Elle se déplaça dans la salle à manger, comme un fantôme gracieux, versant le vin pour des hommes qui possédaient des flottes de commerce et des femmes qui portaient le produit intérieur brut de petites nations à leurs poignets délicats. Elle était invisible, car tel était son rôle. Être efficace, être silencieuse, ne jamais exister en tant qu'humaine aux yeux de ceux qu'elle servait. Jusqu'à ce que la lourde porte en chêne massif s'ouvre sur le déluge extérieur. Habituellement, le portier, un ancien colosse nommé Henri, arrêtait quiconque n'avait pas l'apparence requise avant même qu'il ne franchisse le seuil. Mais Henri était en pause syndicale. Et la porte pivota pour révéler une silhouette qui figea instantanément toutes les conversations de la salle. L'homme était vieux. Ce fut la première chose que Mireille remarqua avec une pointe de tristesse. Sa peau ressemblait à du parchemin froissé, grise et battue par les vents de l'existence. Il portait un trench coat 3 fois trop grand pour sa carrure fragile, taché de boue et trempé jusqu'aux os. En dessous, on devinait une chemise de flanelle élimée au col. Il s'appuyait lourdement sur une canne en bois noueux qui semblait avoir été taillée directement dans une branche d'arbre centenaire. L'eau formait déjà de petites flaques sombres autour de ses bottes usées sur le marbre blanc immaculé du foyer. Un silence de mort s'abattit sur l'Écrin d'Or. C'était le silence des prédateurs repérant un animal blessé au milieu de leur territoire de chasse. Marcel descendit sur l'homme comme un vautour sur une charogne fraîche. « Monsieur », dit Marcel d'une voix assez forte pour être entendu par les riches clients qui observèrent la scène avec un mépris non dissimulé, « vous vous êtes trompé d'adresse. L'asile de nuit se trouve à 10 pâtés de maisons d'ici, dans une rue transversale. » Le vieil homme ne leva pas les yeux immédiatement. Il tremblait, peut-être de froid, peut-être de vieillesse,
ou peut-être d'une émotion plus profonde que personne ne pouvait déceler. Il plongea une main hésitante dans sa poche mouillée. « Je voudrais une table », croassa l'homme d'une voix sèche qui craquait comme des feuilles mortes sous les pas. « Juste un peu de soupe, s'il vous plaît. » Un rire étouffé. Puis, une vague de moquerie franche parcourut la salle à manger. À la table 7, Julien Vasseur, le PDG de 30 ans de Vasseur Technologies, un homme connu pour licencier ses employés par simple message textuel entre 2 parcours de golf, s'esclaffa bruyamment. « Hé, Marcel !» cria Julien en faisant tournoyer son verre de scotch pur malt. « Donne donc un quignon de pain à ce type et mets-le dehors. Il dégouline sur le sol et c'est franchement insalubre pour nous autres. » Marcel adressa un sourire servile à Julien, impatient de satisfaire son client le plus généreux. Il se tourna de nouveau vers le vieil homme, son visage se durcissant comme de la pierre. « Monsieur, je vais vous demander de partir maintenant, avant que je ne sois obligé d'appeler la sécurité pour vous escorter. » Le vieil homme resta planté là, bien qu'il semblât qu'un simple courant d'air pût le renverser. « J'ai de l'argent, » murmura-t-il en sortant un billet de 20 € froissé et humide de sa poche. 20 € ne vous achèteraient même pas une bouteille d'eau minérale ici. Ricana Marcel avec un mépris souverain. Il tendit la main, saisissant le coude du vieil homme pour le diriger physiquement vers la sortie sous les regards approbateurs de la haute société parisienne. « Arrêtez !» dit une voix douce mais ferme qui fendit la tension ambiante. Mireille ne savait pas pourquoi elle l'avait dit. Elle avait désespérément besoin de ce travail. Elle avait besoin des pourboires. Elle avait besoin que Marcel ne la prenne pas pour cible. Mais voir ce vieil homme, avec ses yeux tristes et larmoyants, et ses mains tremblantes, brisa quelque chose en elle. Cela lui rappelait son propre grand-père, seul dans son lit d'hôpital à Zurich avant de s'éteindre dans l'indifférence. Elle s'interposa entre Marcel et l'inconnu, son cœur battant la chamade. « Mireille !» l'avertit Marcel d'un grognement dangereux. « Retourne à ton poste immédiatement. Il pleut des cordes dehors, Marcel. » répliqua-t-elle alors que son pouls résonnait dans ses oreilles. « Regardez-le, il gèle sur place. Laissez-le simplement s'asseoir à la table du coin, celle près des cuisines. Personne ne le verra là-bas. Je m'occuperai de lui moi-même, et je paierai sa soupe sur mon propre salaire. C'est toi qui vas payer, » s'écria Julien Vasseur depuis l'autre bout de la pièce, éclatant de rire à nouveau. Vous entendez ça tout le monde. La serveuse de charité offre le dîner au clochard. C'est vraiment touchant. On devrait en faire un film. La salle éclata de rire poli, mais cruel. Le visage de Mireille brûlait de honte, mais elle ne recula pas d'un pouce. Elle regarda le vieil homme et vit qu'il l'observait maintenant avec une intensité surprenante. Ses yeux étaient d'un bleu perçant, une nuance électrique cachée derrière des sourcils gris broussailleux. Marcel regarda les clients, puis Mireille, réalisant qu'une scène prolongée perturberait l'ambiance plus qu'un homme caché dans l'ombre. « Très bien », cracha Marcel avec dégoût, « table 12, dans le recoin sombre. S'il fait le moindre bruit, Mireille, tu es virée sur le champ et la soupe sera déduite de ta paie avec une pénalité. » « Merci », souffla Mireille dans un soupir de soulagement. Elle prit doucement le bras du vieil homme. « Venez avec moi, monsieur. Enlevons ce manteau mouillé. » Alors qu'elle le guidait entre les tables, Julien Vasseur tendit discrètement sa jambe dans l'allée. Un geste mesquin destiné à faire trébucher quelqu'un de fragile. Le vieil homme trébucha effectivement. Mais Mireille le rattrapa juste avant qu'il ne percute le sol, luttant sous son poids mort. « Attention où vous mettez les pieds, grand-père », ricana Julien. « La gravité est une maîtresse cruelle à votre âge. » Mireille serra sa prise sur l'homme pour le stabiliser et lança à Julien un regard de dégoût pur et sans artifice. Julien se contenta de lui adresser un clin d'œil provocateur. Elle installa l'homme à la table 12, un petit box isolé près des portes battantes de la cuisine.
C'était la pire place de l'établissement, habituellement réservée aux dîneurs solitaires que le restaurant souhaitait oublier. « Je suis désolé pour eux », murmura Mireille en attrapant une serviette propre pour essuyer la pluie sur le visage de l'inconnu. « Ils ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont manifestement pas pu s'acheter de bonnes manières. » Le vieil homme l'observa de près, et elle vit qu'il n'était pas seulement vieux. Il était épuisé. Une fatigue qui semblait atteindre ses os, une lassitude que le sommeil ne pourrait jamais guérir. « Pourquoi » demanda-t-il simplement. Un seul mot qui portait tout le poids de son interrogation. « Pourquoi quoi » demanda-t-elle avec douceur. « Pourquoi m'aider » gesticula-t-il vers ses vêtements en lambeaux. « Je ne suis rien pour vous. Un simple déchet sur votre passage. » Mireille marqua une pause, pensant à sa mère qui attendait ses médicaments, pensant à la cruauté du monde extérieur. « Parce que, » dit-elle à voix basse, « personne ne devrait avoir froid et faim dans une ville aussi pleine de richesses. » Elle se tourna pour aller chercher la soupe, mais il lui saisit le poignet. Sa prise était étonnamment ferme, presque autoritaire. « Inskun la glitch » murmura-t-il. Mireille se figea net, le plateau dans sa main s'entrechoquant avec un bruit métallique. Elle n'avait pas entendu ces mots depuis 10 ans, depuis qu'elle était une petite fille assise sur les genoux de son grand-père dans les Alpes suisses, dans un minuscule village du canton des Grisons. C'était du romanche, une langue mourante parlée par moins de 40 000 personnes dans le monde entier. C'était la langue de ses ancêtres, un code secret des montagnes qu'elle pensait avoir oublié. La phrase qu'il avait utilisée était ancienne, archaïque, signifiant une rencontre avec la lumière. C'était une salutation utilisée uniquement par les plus vieilles familles de la haute vallée de l'Engadine. Lentement, Mireille se tourna vers le mendiant au trench-coat, le souffle coupé, les bruits du restaurant, le cliquetis de l'argenterie, le piano jazz en fond sonore et le bourdonnement des potins semblèrent s'estomper dans un brouillard lointain. « Twigisa Sode » répondit-elle dans un souffle. Son accent était rouillé, mais authentique. « Celui qui écoute appartient » c'était la réponse traditionnelle. Les yeux du vieil homme s'agrandirent. Le voile de fatigue sembla s'évaporer, remplacé par une intelligence perçante et calculatrice. Pendant une fraction de seconde, le mendiant disparut et une figure royale prit sa place dans ce box miteux. Puis, tout aussi rapidement, le masque retomba. Il courba les épaules et toussa d'un bruit sec. « La soupe » croassa-t-il à nouveau en français, baissant le regard. « Juste la soupe, s'il vous plaît. » L'esprit de Mireille tournait à toute allure. Qui était cet homme? On ne tombait pas par hasard sur un locuteur de romanche en plein cœur de Paris, et certainement pas sur quelqu'un qui maîtrisait le dialecte de la haute noblesse des années 20. « Je vous apporte ça tout de suite », dit-elle, la voix tremblante. Elle se précipita vers la cuisine. Le chef, un Français volcanique nommé Henri, projeta un bol de bisque de homard sur le comptoir de service. « Pour le rat de la table 12, » ricana Henri. Marcel a dit de lui donner le fond de la marmite et de ne pas gaspiller la garniture. Mireille ignora ses piques. Elle prit le bol, mais elle saisit aussi un panier de pain au levain frais et chaud, celui réservé aux clients les plus importants, ainsi qu'un ramequin de beurre de baratte artisanale. « C'est pour la table 4 » hurla Henri. « Je le mettrai sur ma note, Henri » cria Mireille en repoussant les portes battantes. Quand elle revint à la table 12, l'atmosphère de la pièce était passée de la moquerie à l'hostilité pure. Julien Vasseur était debout, le visage rougi par le vin onéreux, et il surplombait la table du vieil homme. « Vous gâchez mon appétit », disait Julien en pointant l'épaule de l'homme d'un doigt manucuré. « Vous sentez l'égout. Combien voulez-vous pour partir maintenant ?
Je vous donne 50 balles. Allez vous acheter de la drogue ou ce que vous faites d'habitude. » Le vieil homme restait parfaitement immobile, ignorant les provocations. « Monsieur, s'il vous plaît, asseyez-vous » intervint Mireille en posant le plateau. Julien tourna son mépris vers elle. « Ah, la sauveuse des opprimés. Dis-moi, ma belle, c'est ton père ou tu as juste un faible pour les déchets, monsieur Vasseur ?» dit Mireille, sa voix tremblant de colère. « Veuillez retourner à votre place. Vous dérangez un client. »« Un client !» éclata de rire Julien en cherchant le soutien de la salle. « C'est un chien errant, et tu n'es que la servante ici. Ne l'oublie jamais. Je dépense plus en vin en une soirée que tu n'en gagnes en un an. Si je veux qu'il parte, il partira. » Julien claqua des doigts. « Marcel, amène-toi. » Marcel apparut instantanément, en sueur. « Oui, monsieur Vasseur. Un problème ? Ce truc m'offense, » dit Julien en désignant le vieil homme. « Je le veux dehors, maintenant, ou j'annule le compte d'entreprise de ma société. C'est un contrat de 2 millions d'euros par an, Marcel. Fais le calcul. » Marcel pâlit. Le choix était tragiquement simple. Un sans-abri contre 2 millions. « Mireille, débarrasse cette table, » ordonna Marcel sans oser la regarder. « Monsieur, vous devez partir sur le champ, la sécurité arrive. » Le vieil homme souleva lentement sa cuillère, prenant une gorgée de bisque en les ignorant totalement. « Vous m'avez entendu. » Marcel saisit l'épaule de l'homme avec violence cette fois. L'homme s'arrêta, posa sa cuillère avec une lenteur délibérée et regarda Mireille. Il parla à nouveau dans ce romanche mélodique. « Le loup craint-il les aboiements des chiens, petit oiseau ?» Mireille sentit un frisson parcourir son échine. Elle répondit en français pour tenter de calmer le jeu. « Monsieur, s'il vous plaît, ils vont vous faire du mal. Laissez-moi vous aider à sortir par derrière. »« Non, » dit l'homme, passant soudainement au français. Sa voix n'était plus éraillée, elle était profonde, résonnante et chargée d'une autorité naturelle qui pétrifia Marcel. « Je n'ai pas fini ma soupe. » Julien Vasseur, furieux d'être ignoré, saisit le bol de bisque chaude. « Oh si, vous avez fini. » D'un coup de poignet cruel, Julien renversa le bol. Le liquide orangé éclaboussa le trench-coat du vieil homme, souillant le pain et se répandant sur le sol. Un cri de surprise parcourut la salle. Même les clients les plus cyniques furent choqués par ce geste. Mireille poussa un cri d'horreur et se précipita avec une serviette pour éponger la poitrine de l'homme. « Mon Dieu, vous allez bien? Est-ce que ça vous a brûlé ?» Le vieil homme se leva. Il ne se leva pas comme un vieillard infirme. Il se déplia littéralement, révélant une stature de plus d'1,80 m. Il ignora la soupe qui coulait sur ses vêtements et fixa ses yeux bleus glaciers directement dans ceux de Julien Vasseur. « C'était une erreur, » dit le vieil homme d'une voix qui porta jusqu'au fond de la cuisine, sans même crier. Julien rit nerveusement. « Qu'est-ce que vous allez faire? Me saigner dessus ?» L'homme plongea la main dans la poche intérieure de son manteau trempé. Marcel recula, craignant une arme. À la place, l'homme sortit un téléphone. Ce n'était pas un appareil bon marché, mais un prototype personnalisé avec un boîtier en titane et un logo que personne ne reconnut, sauf Julien Vasseur, dont le visage se décomposa instantanément. « Où avez-vous eu ce téléphone ?» balbutia Julien. « C'est le Helios X. Il ne sort pas avant 6 mois. C'est un secret industriel. » L'homme ne répondit pas. Il composa un numéro et mit le haut-parleur. La ligne sonna une seule fois. « Oui, monsieur », répondit une voix masculine, efficace et visiblement terrifiée, à l'autre bout. « Arthur ?» dit le vieil homme. « Qui détient la dette de Vasseur Technologies ?» Julien resta figé, perdant toute couleur. La voix d'Arthur résonna dans le restaurant silencieux. « Vasseur Tech est lourdement endetté, monsieur. Le principal créancier est la banque du consortium,
avec environ 400 millions de prêts à court terme arrivant à échéance la semaine prochaine. Et qui possède la banque du consortium? Tournier Dynamics, monsieur. C'est-à-dire vous. Le silence qui suivit fut absolu. On aurait pu entendre une épingle tomber sur le tapis. Les genoux de Julien Vasseur lâchèrent, et il dut se tenir au bord de la table pour ne pas s'effondrer. « Tournier », murmura-t-il. « Non, c'est impossible. » Étienne Tournier est un reclus. Personne ne l'a vu depuis 5 ans. On dit qu'il se meurt dans un bunker en Suisse. Le vieil homme, Étienne Tournier, le milliardaire qui possédait la moitié des infrastructures de la ville et que l'on surnommait le roi silencieux de la finance, déboutonna lentement son trench-coat souillé. En dessous, il ne portait pas de haillons, mais un smoking vintage, coupé sur mesure, par un tailleur disparu depuis 30 ans. Il jeta le manteau sale aux pieds de Marcel. « Je me mourrais », dit Étienne, ses yeux balayant la salle avant de se poser sur Mireille. « Je me mourrais d'ennui. Je voulais voir s'il restait une once d'humanité dans cette ville que j'ai aidé à bâtir. » Il regarda Julien avec un mépris glacial. « Je n'en ai trouvé aucune à votre table. » Il regarda Marcel. « Je n'en ai trouvé aucune dans votre direction. » Puis il se tourna vers Mireille et son expression s'adoucit, redevenant presque paternelle. « Mais, reprit Étienne en repassant au romanche, pour qu'elle seule comprenne la profondeur de sa gratitude, j'ai trouvé un diamant dans la boue. »« Arthur ?» dit-il au téléphone. « Oui, monsieur Tournier. Exigez le remboursement immédiat des prêts de Vasseur Tech. Si le paiement n'est pas effectué dans l'heure, lancez une procédure de rachat hostile. Je veux que cette société soit dissoute avant l'aube. »« Non, » hurla Julien en se précipitant vers lui. « Vous ne pouvez pas faire ça, c'est mon héritage. »« C'était votre héritage, » corrigea Étienne calmement. « Maintenant, c'est juste une perte fiscale. » Il raccrocha. « Mireille, » dit-il en lui tendant le bras, « j'ai soudainement perdu l'appétit pour cet endroit. Je connais un petit café à Zurich qui sert un excellent chocolat chaud. Accepteriez-vous de m'accompagner? Mon jet m'attend au Bourget. » Mireille regarda Marcel, qui tremblait dans ses chaussures toulonnesseurs coûteuses. Elle regarda Julien qui pleurait déjà au téléphone. Et elle regarda les clients qui la dévisageaient, avec une crainte mêlée d'admiration. Elle dénoua lentement son tablier, le plia avec soin et le posa sur la table. « J'accepterai avec plaisir, » dit-elle. Mais au moment où elle prenait son bras, les portes de la cuisine volèrent en éclats. 2 hommes en costume sombre, équipés d'oreillettes, firent irruption dans la salle. Ce n'était pas la police, ni la sécurité d'Étienne. L'un d'eux brandissait une arme automatique. « Que personne ne bouge !» hurla le tireur. « Étienne Tournier, nous savons que c'est vous. » Les mains en l'air. Le rebondissement n'était pas terminé. Étienne Tournier n'était pas seulement sorti de sa cachette pour tester une serveuse. Il s'était exposé pour servir d'appât. Le silence qui régnait dans l'écrin d'or vola en éclats dans un vacarme de cris d'effroi. Des chaises coûteuses raclèrent de violemment le marbre, alors que les titans de l'industrie plongeaient sous les tables pour se protéger. Julien Vasseur, déjà brisé, se recroquevilla en position fétale sous la table 7. Mireille resta pétrifiée sur place. L'homme armé d'un pistolet mitrailleur compact balaya la pièce avec une froideur professionnelle. Il était jeune, avec une cicatrice barrant son sourcil gauche et des yeux de requin. « J'ai dit de ne pas bouger », aboya-t-il en visant directement la poitrine d'Étienne. « Tournier, vous êtes plus difficile à trouver qu'une conscience à la bourse. Sébastien de Castillon vous envoie ses salutations. » Étienne ne scia pas. Il se tenait droit dans son smoking taché de soupe, les mains calmement levées à la hauteur d'épaule. « Sébastien de Castillon » songea Étienne d'une voix étrangement posée, malgré les sanglots paniqués des dîneurs.
Un homme avec l'ambition de César et l'intellect d'un hamster. Il vous a vraiment envoyé dans un restaurant public. Il devient désespéré. Assez désespéré pour payer 6 chiffres pour votre tête, ricana le tueur. Nous savons que vous avez la clé de chiffrement sur vous, Étienne. L'accès prioritaire au protocole de la banque du consortium. Donnez-la nous, et peut-être que nous nous contenterons de vous briser les genoux au lieu de vous enterrer. L'esprit de Mireille tournait à toute vitesse. Une clé de chiffrement. Ce n'était pas seulement une rivalité commerciale, c'était une lutte pour le contrôle de l'infrastructure financière mondiale. « Je ne l'ai pas sur moi », dit Étienne avec assurance. Menteur. Le tueur fit un pas en avant, son arme tremblant légèrement sous l'effet de l'adrénaline. « Fouille-le », ordonna-t-il à son partenaire. Le second homme s'approcha d'Étienne. Ce dernier croisa le regard de Mireille et lui adressa un clin d'œil imperceptible. Puis, il lui parla en romanche, un débit rapide et urgent. Petit oiseau, quand l'éclair frappe, vole vers le nid. Mireille ne comprit pas immédiatement la métaphore. Mais elle saisit l'urgence absolue. Étienne abaissa soudainement sa main gauche, non pas vers une arme, mais vers sa canne qui était appuyée contre la table. « Il bouge. Descendez-le » hurla le chef des assaillants. Alors que le second homme se jetait sur lui, Étienne ne brandit pas sa canne comme une massue. Il fit pivoter le pommeau d'un geste sec. Un flash blanc de magnésium aveuglant jaillit de l'extrémité de la canne. C'était un détonateur stroboscopique de qualité militaire, conçu pour brûler instantanément la rétine de quiconque regardait directement la source. La pièce devint d'un blanc pur et douloureux. Un sifflement strident accompagna l'éclair. Les assaillants hurlèrent, tirant aveuglément vers le plafond alors que des morceaux de plâtre pleuvaient sur les clients terrorisés. Mireille, qui avait instinctivement fermé les yeux, quand Étienne avait parlé d'éclairs, vit le monde revenir sous forme d'images rémanentes pourpres. Maintenant, rugit Étienne d'une voix étonnamment puissante pour son âge. Il saisit la main de Mireille. Pour un homme de 80 ans, il bougeait avec une agilité déconcertante. Il ne courut pas vers la porte principale, mais l'entraîna vers la cuisine. Ils franchirent Bexto les portes battantes au moment même où les tireurs commençaient à arroser la zone où ils se trouvaient une seconde plus tôt. Les balles déchiquetèrent le cadre en acajou de l'entrée. Dans la cuisine, c'était le chaos absolu. Henri le chef s'était caché derrière ses fourneaux, tandis que les commis glissaient sur le sol gras pour s'échapper. Par derrière, l'entrée des livraisons, cria Mireille en prenant la tête du groupe. Elle connaissait cette cuisine mieux que son propre petit appartement. Ils esquivèrent les tables de préparation et les casseroles suspendues. Mireille attrapa une lourde poêle en fonte au passage. Ils atteignirent bon la porte métallique de livraison et Mireille s'époula contre la barre anti-panique, débouchant dans la ruelle trempée par la pluie. L'air froid les frappa violemment. La ruelle était sombre, exhalant une odeur de carton mouillé. « Par où on va ?» haleta Mireille, les poumons en feu. « Attendez !» dit Étienne en s'appuyant contre le mur de briques couvert de graffitis. Il respirait avec difficulté maintenant, son âge le rattrapant enfin. Arthur suit mes constantes vitales en temps réel. Il connaît le protocole d'urgence. « Vous êtes fous ? Nous devons courir. Ces hommes ont des armes de guerre. Ces hommes sont aveugles pour les 90 prochaines secondes. » Parvint à articuler Étienne. Courir sans direction, c'est juste mourir fatigué. Avant que Mireille ne puisse protester, des phares balayèrent la ruelle, les aveuglant à nouveau. Un imposant SUV noir mat s'arrêta brusquement devant eux. Il ressemblait moins à une voiture qu'à un char d'assaut conçu pour la guérilla urbaine. La porte arrière s'ouvrit violemment. « Montez, monsieur Tournier, mademoiselle Petrova !» cria le chauffeur.
C'était un homme d'une cinquantaine d'années, impeccablement vêtu, dont le calme contrastait avec la violence de leur fuite. Ce devait être Arthur. Comment connaissait-il son nom de famille? Étienne poussa presque Mireille sur la banquette arrière, avant de s'y engouffrer lui-même. Alors qu'Arthur écrasait l'accélérateur, la porte de livraison s'ouvrit à nouveau. Le tueur en sortit en titubant, se frottant les yeux furieusement. Il leva son arme et tira une rafale. Les impacts claquèrent contre la lunette arrière du SUV. Mireille hurla en se baissant, mais le verre ne vola pas en éclats. Les balles laissèrent seulement de petites marques grises sur le polycarbonate renforcé. « Blindage de niveau 6 », murmura Étienne en s'adossant au siège en cuir, essayant de retrouver son souffle. Sébastien de Castillon a toujours été trop radin pour acheter des munitions perforantes à ses mercenaires. Mireille le dévisageait. Le vieil homme frêle du restaurant avait disparu. À sa place siégeait un général qui venait de réussir une retraite stratégique d'un champ de bataille qu'il avait lui-même orchestré. « Qui êtes-vous vraiment » chuchota Mireille, terrifiée. Étienne essuya une trace de bisque de homard sur son revers de smoking. « Je vous l'ai dit, ma chère. Je suis un homme qui s'ennuyait. » Il la regarda, ses yeux bleus intenses. « Mais je crois que je viens de trouver mon nouveau projet de vie. » Le SUV blindé filait à travers les rues détrempées de Paris, se faufilant dans le trafic avec une agressivité qui suggérait qu'Arthur avait reçu une formation de conduite tactique de haut niveau. L'intérieur de la voiture était plongé dans un silence de cathédrale, à l'exception du ronronnement du moteur puissant et du battement rythmique des essuie-glaces. Mireille s'était installée aussi loin d'Étienne que l'immense banquette le permettait. Son adrénaline retombait, remplacée par une vague de peur et de lucidité glaciale. Elle venait de participer à une fusillade. Elle avait vu un homme puissant être détruit par un simple coup de fil. Et maintenant, elle était prisonnière d'une voiture pare-balles, avec un milliardaire qui l'avait utilisée comme appât. « Vous saviez qu'ils allaient venir », accusa Mireille, brisant enfin le silence. Sa voix tremblait, mais son regard était dur. « Vous vous êtes assis dans ma section. Vous avez provoqué Julien Vasseur. Tout cela pour faire sortir ces hommes de l'ombre. Vous m'avez utilisé. » Étienne ne nia pas les faits. Il tendit la main vers un compartiment caché et en sortit une carafe en cristal contenant un liquide ambré ainsi que 2 verres pesants. « J'ai utilisé la situation, Mireille, » corrigea-t-il doucement en versant un peu de liqueur. Cela sentait divinement bon, un mélange de fumée et de caramel. « Buvez ceci, cela calmera vos nerfs. C'est un Macallan de 50 ans d'âge. » Mireille ignora le verre. « Répondez-moi. Étais-je simplement un accessoire dans votre mise en scène ?» Étienne soupira en prenant une gorgée. « Sébastien de Castillon tente un rachat hostile de mon empire depuis 3 ans. Il me pensait sénile, mourant dans un trou. J'avais besoin de prouver 2 choses ce soir. D'abord, que je suis bien vivant et capable d'écraser des fourmis comme Julien Vasseur. Ensuite, j'avais besoin que Castillon montre ses cartes. En envoyant des voyous armés dans un restaurant 3 étoiles, il a prouvé qu'il était imprévisible et dangereux. Maintenant, j'ai les preuves pour l'abattre légalement. Vous auriez pu faire tuer des innocents, vous auriez pu me faire tuer moi. Mais je ne l'ai pas fait, dit Étienne, sa voix se durcissant légèrement. J'avais calculé les risques au millimètre. Arthur surveillait la situation via les caméras de sécurité du restaurant en permanence. Son équipe était à 3 minutes de distance si les choses tournaient vraiment mal. Et ma canne, eh bien, vous avez vu ce qu'elle peut faire. Il se tourna vers elle, son expression devenant plus sincère. Mais vous avez raison sur un point, je n'avais pas prévu votre intervention. Quand je suis entré là-bas, je m'attendais à être expulsé immédiatement pour pouvoir faire mon esclandre dans le hall. Je ne m'attendais pas à la gentillesse. En 50 ans de carrière à la bourse,
Mireille, j'ai vu des fortunes se faire et se défaire, des vies être brisées pour un point de pourcentage. J'avais oublié à quoi ressemblait la bonté pure et désintéressée. Il marqua une pause, ses yeux brillants d'une émotion contenue. Et puis, vous avez parlé la langue de ma vallée, Inskun la glitch. Où l'avez-vous apprise? Mireille hésita, se sentant vulnérable de partager son histoire avec ce titan calculateur. Mais le lien du romanche était trop fort pour être ignoré. Mon grand-père? Chuchota-t-elle. Jori Petrova. Il venait d'un village près de Zouoz, en Engadine. Il m'a élevé après la mort de mon père. Nous parlions romanche à la maison jusqu'à ce qu'il s'éteigne il y a 10 ans. Étienne ferma les yeux, un air de tristesse profonde balayant son visage. Jori Petrova, l'horloger. Je l'ai connu. C'était un homme de bien, un homme tranquille. Nous achetions notre pain à la même boulangerie dans les années 40, avant que la guerre ne vienne tout bouleverser. Il rouvrit les yeux, plein de détermination. Cette langue, Mireille, est plus que des mots. C'est un lien de sang et de granit. Cela signifie que vous êtes faite d'une matière plus solide que ces gens en guimauve, comme Julien Vasseur. Monsieur Tournier, interrompit la voix d'Arthur depuis l'avant. Nous approchons de l'aéroport du Bourget. Le jet est paré pour Zurich. L'estomac de Mireille se noua. Arrêtez la voiture. Étienne parut confus. Je vous demande pardon? Arrêtez la voiture, cria Mireille. Je ne peux pas aller à Zurich avec vous. Je n'ai pas de vie là-bas. J'ai des responsabilités ici. Elle s'arrêta, la réalité la frappant de plein fouet. Elle venait de perdre son emploi à l'Écrin d'Or. Elle avait des dettes. Et surtout, ma mère, dit-elle, la voix brisée. Je ne peux pas laisser ma mère seule. Étienne fit un signe de la main à Arthur. Le SUV ralentit immédiatement pour s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute, les feux de détresse clignotant contre la pluie battante. « Parlez-moi de votre mère », demanda Étienne avec douceur. Mireille éclata en sanglots. Elle ne pouvait plus se contenir. Le stress, la peur, l'épuisement, tout sortit d'un coup. Elle est malade. Une insuffisance cardiaque congestive. Elle est à l'hôpital Saint-Jude. L'assurance a arrêté de payer il y a 2 semaines. Les factures s'accumulent. Ils vont la renvoyer jeudi si je ne trouve pas 5 000 €, rien que pour la prochaine série de médicaments. Je n'ai rien, j'ai 40 € sur mon compte. Elle regarda le milliardaire, les larmes coulant sur ses joues. Alors non, monsieur Tournier, je ne peux pas aller boire de chocolat chaud à Zurich. Je dois retourner au restaurant et supplier Marcel de me rendre mon travail pour que ma mère ne meure pas dans l'indifférence. Étienne l'écouta en silence. Son visage était un masque de pierre, sculpté par des décennies de poker menteur à haut risque. Il sortit à nouveau son téléphone Helios 6. « Arthur, dit-il, quel est le statut actuel des fonds de dotation de l'aile cardiaque de l'hôpital Saint-Jude ?» Arthur pianota pendant quelques secondes. Ils cherchent désespérément des financements pour un nouveau centre de recherche, monsieur. Leur budget de fonctionnement, c'est dans le rouge. Étienne fixa Mireille. Vous avez dit qu'il voulait de la renvoyer jeudi. Oui, renifla-t-elle. Arthur, appelez l'administrateur de Saint-Jude. Réveillez-le. Dites-lui qu'Étienne Tournier souhaite faire un don immédiat de 50 millions € à leur unité cardiaque. Mireille eut le souffle coupé, ses mains volant à sa bouche. Cependant, continua Étienne, ses yeux verrouillés dans ceux de Mireille, il y a une condition sine qua non. Le don est subordonné au transfert immédiat de la patiente Hélène Petrova dans une suite privée et à la prise en charge intégrale de tous ses frais médicaux, passés, présents et futurs, à perpétuité. Confirmez-moi quand c'est fait. Ce sera fait dans 10 minutes, monsieur, répondit Arthur.
Étienne posa le téléphone sur le siège entre eux. Votre mère est en sécurité, Mireille. Elle recevra les meilleurs soins que l'argent puisse acheter. Vous avez ma parole d'homme. Mireille le regardait, incapable de traiter ce qui venait de se passer. En 30 secondes, le plus grand poids de sa vie avait été levé par un homme pour qui des millions n'étaient que de la petite monnaie. « Pourquoi » chuchota-t-elle. « Pourquoi feriez-vous cela pour une inconnue ?»« Parce que je me meurs, Mireille, » dit Étienne. L'aveu resta suspendu dans l'air, lourd et définitif. « Il me reste peut-être 6 mois, 1 an si j'ai de la chance. Mon empire, tournier dynamique, les banques, les infrastructures, tout cela vaut des centaines de milliards. Et quand je ne serai plus là, les vautours descendront. Des gens comme Sébastien de Castillon ou mes propres neveux qui attendent simplement que je cesse de respirer pour dépecer l'entreprise et la vendre par appartement. » Il se pencha vers elle, ses yeux bleus brûlant d'une intensité nouvelle. « Je cherche un héritier, non pas de sang, mais d'esprit. Quelqu'un qui comprend ce que signifie lutter. Quelqu'un qui connaît la valeur de la loyauté et qui parle la langue de mes montagnes. » Il lui tendit la main. Elle tremblait légèrement, non pas de vieillesse cette fois, mais d'émotion. « Je ne veux pas vous emmener à Zurich pour un simple chocolat, Mireille Petrova. Je veux vous engager. Venez avec moi. Soyez mes yeux, mes oreilles. Apprenez mon monde. Et quand je serai parti, protégez-le. » Mireille regarda cette main tendue. C'était une offre pour entrer dans un univers qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Un monde de puissance immense, mais aussi de danger mortel. Elle pensa à Marcel, qui l'avait traité comme un déchet. Elle pensa à Julien Vasseur, renversant de la soupe sur un vieillard. Puis, elle repensa à son grand-père, lui disant que le peuple romanche était aussi dur que le granit sur lequel il vivait. Mireille avança la main et saisit celle du milliardaire. « D'accord, » dit-elle fermement. « Je vais apprendre. » Étienne sourit, un vrai sourire cette fois. Il frappa contre la paroi de verre. « Arthur, direction Zurich. » Le Gulfstream G650 ne se contentait pas de voler. Il glissait dans la stratosphère comme une balle d'argent. À l'intérieur, la cabine était plus silencieuse qu'une bibliothèque de monastère. Pendant les premières heures du vol vers la Suisse, Mireille ne dormit pas. Elle était assise en face d'Étienne Tournier, entourée de piles de dossiers reliés de cuir. La formation avait commencé avant même que les roues ne quittent le tarmac. « Regardez ceci », ordonna Étienne en faisant glisser un dossier sur la table en loupe de noyer. C'est le bilan comptable de la Northward Shipping. Dites-moi ce que vous y voyez. Mireille se frotta les yeux. Elle était épuisée, mais l'adrénaline de la survie de sa mère la maintenait éveillée. Elle examina les colonnes de chiffres. Ils sont bénéficiaires, les revenus ont augmenté de 12% cette année. Regardez plus en profondeur, dit Étienne en sirotant de l'eau minérale. Comparez les coûts opérationnels aux surcharges de carburant. Mireille plissa les yeux. Elle repensa au restaurant, à Marcel qui hurlait pour l'inventaire, à la façon dont elle devait calculer exactement les onces de vin dans chaque bouteille pour éviter les pertes. « Les coûts de carburant sont stables, » dit-elle lentement. « Mais le volume d'expédition a augmenté de 20%. C'est mathématiquement impossible. S'ils expédient de plus, ils devraient consommer plus de carburant, à moins qu'ils n'expédient rien du tout en réalité. Ils gonflent artificiellement les volumes pour doper le cours de l'action. C'est une flotte fantôme. » Étienne sourit avec une fierté manifeste. Précisément. La plupart des diplômés de grandes écoles de commerce ratent ce détail. Ils regardent la colonne des profits et sont aveuglés par le verre. Vous, Mireille, vous cherchez la fuite. Vous cherchez le mensonge derrière l'apparence. Ne perdez jamais cet instinct de serveuse, il vaut plus qu'un doctorat en économie.
Quand ils atterrirent à Zurich, le soleil commençait à peine à poindre sur les sommets enneigés des Alpes. L'air était vif et sentait le pain et l'argent. Ils n'allèrent pas à l'hôtel, mais prirent un hélicoptère privé vers une propriété surplombant le lac de Zurich. C'était une forteresse de verre et d'acier nichée à flanc de montagne. « Voici la Bastide », dit Étienne, alors qu'ils entraient dans un hall dont les plafonds s'élevaient sur 3 étages. « C'est mon centre de commandement. Pour la semaine à venir, vous n'êtes plus Mireille la serveuse. Vous êtes mademoiselle Petrova, ma consultante principale. Et nous avons une réunion dans 2 heures. » 2 heures, paniqua Mireille. « Je n'ai pas dormi, je n'ai pas de vêtements de rechange et je sens encore la soupe. » Arthur s'est occupé de tout, balaya Étienne d'un revers de main. Il avait raison. Dans la suite d'invités, qui était plus vaste que tout son immeuble dans le quartier populaire où elle vivait, une garde-robe complète avait été préparée. Ce n'étaient pas des vêtements de luxe ostentatoires, mais de la richesse discrète. Des pulls en cachemire, des pantalons en laine parfaitement coupés, des chemisiers en soie au ton neutre. 2 heures plus tard, Mireille entrait dans une salle de conférence au siège de la banque privée de Genève. Elle portait un tailleur anthracite qui lui allait comme une seconde peau, ses cheveux tirés en un chignon sévère mais élégant. Autour de la table étaient assis 5 hommes, les membres du conseil d'administration. Ils regardaient Étienne avec crainte et Mireille avec une confusion méprisante. « Messieurs, » commença Étienne en s'appuyant sur sa canne, « voici mon associée, mademoiselle Petrova. Elle parlera en mon nom aujourd'hui. » Le président, un homme corpulent nommé Heinrich Zella, s'esclaffa. « Étienne, avec tout le respect que je vous dois, nous discutons de l'acquisition des mines de cobalt au Congo. C'est une transaction d'1 milliard d'euros. Qui est cette jeune femme ? C'est elle qui va vous expliquer pourquoi nous nous retirons de cette affaire, » dit calmement Étienne en fermant les yeux. La salle explosa de protestations. « Se retirer !» hurla Zella. « Nous avons déjà investi 200 millions dans les infrastructures. Les contrats sont prêts à être signés. » Tous les regards se tournèrent vers Mireille. Elle sentit sa gorge se nouer, son cœur tambouriner contre ses côtes. Elle regarda Étienne, mais il semblait s'être assoupi. C'était le test ultime. Elle se souvint des dossiers du JET et d'un détail qu'Étienne avait souligné sur les relevés géologiques. Mireille se leva. Elle n'avait pas l'arrogance de ces hommes, alors elle n'essaya pas de la feindre. Elle utilisa le calme olympien qu'elle avait appris en servant les clients les plus odieux. « Monsieur Zella » commença-t-elle, sa voix ferme. L'étude géologique datée du 4 mars montre une forte concentration de pyrite dans le puits secondaire. « Et alors » balaya Zella. « C'est de l'or des fous, c'est sans importance. »« C'est sans importance pour le cobalt, » admit Mireille. Mais la pyrite, lorsqu'elle est exposée à l'eau et à l'oxygène durant l'exploitation à ciel ouvert, crée de l'acide sulfurique. Le ruissellement de cette mine se déverse directement dans la rivière, qui alimente la vallée agricole en contrebas. Elle posa un dossier sur la table. Le gouvernement local va voter une nouvelle loi sur la protection de l'environnement le mois prochain. Si vous achetez cette mine, vous serez responsable de la dépollution. Le coût estimé de la neutralisation acide représente 3 fois la valeur marchande du cobalt que vous espérez extraire. Un silence pesant s'abattit sur la salle. Zella regarda ses collègues, qui commencèrent à feuilleter nerveusement leurs documents. « Elle bluffe », marmonna l'un d'eux. Mireille regarda Étienne qui ouvrit un œil. « Isloman Betch », murmura-t-il. « Les loups ne dorment jamais. » Mireille se tourna vers Zella et passa au romanche, sachant que ce vieux banquier suisse reconnaîtrait le dialecte de l'élite de l'Engadine. « L'eau devient du poison, monsieur Zella. Et le poison laisse toujours une trace. » Zella pâlit.
L'usage de ce dialecte ancien signifiait qu'elle n'était pas une simple assistante. Cela suggérait qu'elle appartenait au cercle intime de la noblesse helvétique. « Nous allons réévaluer l'étude », bafouilla Zella. « Vous ferez mieux que ça », tonna Étienne en se redressant brusquement. « Vous allez annuler le contrat et transférer les liquidités vers le fonds pour les énergies propres de Tournier Dynamique d'ici midi. » En sortant de la banque 10 minutes plus tard, Étienne laissa échapper un rire satisfait. « Vous l'avez terrifié. Le coup du romanche était magistral. Sa grand-mère était de Saint-Moritz. Vous avez touché une corde sensible. » Mireille expira longuement. « J'ai cru que j'allais m'évanouir. »« Tant mieux, » dit Étienne. « La peur vous maintient vigilante. Maintenant, préparez-vous. Ce soir, c'est le véritable défi. » Le gala du solstice d'hiver se tenait au Dolder Grand, un hôtel aux allures de château dominant Zurich. C'était le genre d'événement où les contrôles de sécurité étaient assurés par d'anciens agents des services secrets et où le champagne coûtait plus cher qu'une berline allemande. Mireille portait une robe en velours bleu nuit, choisie par Étienne, sans paillettes ni froufrou. Juste une élégance royale et terrifiante. Autour de son cou pendait un pendentif simple, un morceau de granit brut serti de platine. « Restez près de moi », murmura Étienne, alors qu'ils entraient dans la salle de bal. Ce soir, il ne s'agit pas de business, mais de théâtre. Nous devons paraître invulnérables. Pourtant, Étienne semblait fragile. Le vol et la réunion avaient épuisé ses dernières forces. Sa peau était grise et sa main tremblait sur sa canne. Mais dès que les portes s'ouvrirent, il redressa l'échine et remit le masque du lion. La salle entière se tourna vers eux. Des murmures parcoururent la foule comme un vent dans les blés. « Tournier est là. C'est elle l'héritière. J'ai entendu dire que c'était une comtesse. » Ils progressèrent dans la foule, Étienne saluant ses rivaux avec des politesses empoisonnées. Puis la foule s'écarta pour laisser passer un homme au bronzage artificiel et au costume impeccable. Sébastien de Castillon. À son bras se tenait une femme qui semblait être une version plus jeune et plus cruelle de lui-même, sa fille Victoire. « Étienne, » dit Sébastien d'une voix mielleuse, « j'ai entendu une rumeur disant que vous étiez mort. J'étais déjà en train de préparer mon éloge funèbre. Gardez-le pour vos propres audiences de faillite, Sébastien, » répliqua Étienne sèchement. Sébastien rit, mais ses yeux restèrent froids. Il posa son regard sur Mireille, l'inspectant de haut en bas comme une marchandise. « Et qui est-ce? Une infirmière, ou avez-vous enfin adopté un animal de compagnie ?»« Voici Mireille Petrova, » déclara Étienne, « mon héritière. » Le mot tomba comme un coup de feu. Victoire de Castillon fit un pas en avant, un verre de vin rouge à la main. « Petrova » s'amusa-t-elle. « Je ne connais pas ce nom. Êtes-vous de la royauté russe ou quelque chose de plus trivial ?» Elle s'approcha, envahissant l'espace personnel de Mireille. « Les enquêteurs de mon père sont très efficaces. » Mireille. « Ils ont trouvé quelque chose d'intéressant aujourd'hui. » Victoire sortit son téléphone et montra une photo à l'Assemblée. C'était Mireille, il y a 3 jours, portant son tablier taché et un plateau de vaisselle sale à l'écrin d'or. « Une serveuse, » annonça Victoire d'une voix forte. L'héritière d'Étienne Tournier est une serveuse de quartier qui servait la soupe aux pauvres. Un rire de choc parcourut la foule. L'illusion se brisait. Mireille sentit le sang quitter son visage. Elle se sentait nue malgré sa robe de prix. « Est-ce vrai, Étienne ?» demanda un banquier voisin d'un air offensé. « Vous amenez une domestique au gala du solstice ?» Étienne serra sa canne. Il ouvrit la bouche pour la défendre, pour rugir, mais aucun son ne sortit. Il porta la main à sa poitrine.
Ses yeux s'écarquillèrent de douleur, et la canne tomba au sol avec un bruit sourd. « Étienne !» hurla Mireille alors que le milliardaire s'effondrait. Il frappa le sol lourdement. La foule recula, formant un cercle de spectateurs, mais personne ne bougea pour aider. « Appelez une ambulance !» cria Mireille en tombant à genoux. Elle déchira le col de son smoking, sa peau était moite et son pouls presque imperceptible. Sébastien de Castillon surplombait la scène avec une fausse compassion qui masquait mal son triomphe. « Quel dommage !» dit-il. Il semble que l'émotion ait été trop forte pour le vieil homme. Si Étienne est hors de combat et que son héritière n'est qu'une imposture, la fusion avec Tournier Dynamique se fera sous ma supervision. Il déclarait un coup d'État sur un corps agonisant. Arthur apparut soudainement, écartant les milliardaires avec violence. Il s'agenouilla près de Mireille. « L'équipe médicale arrive, on doit le sortir d'ici. »« Partez donc, petite serveuse, » lança Sébastien. « Retourne essuyer tes tables. Les adultes ont du travail. » Victoire rit en poussant du pied la canne d'Étienne vers Mireille. « N'oublie pas son bâton, tu pourrais en avoir besoin pour rentrer chez toi. » Mireille saisit la canne. Elle regarda Sébastien, puis Victoire, puis ce cercle de vautours qui lui tournait déjà le dos. Une chaleur monta dans sa poitrine. Ce n'était pas de la honte, mais une rage pure. Elle se leva. Elle ne suivit pas Arthur immédiatement. « Monsieur de Castillon, » dit-elle. Sa voix n'était pas forte, mais elle coupa court à tous les murmures. Sébastien se retourna d'un air ennuyé. « Oui, ma petite. Vous m'avez traité de serveuse, » dit-elle. « Vous le dites comme une insulte, mais vous oubliez ce qu'une serveuse fait. » Elle s'approcha de lui, l'obligeant à reculer. « Une serveuse se souvient de tout. Qui a commandé quoi? Qui est allergique aux noix? Qui trompe sa femme à la table 4 et qui utilise des prêts offshore illégaux pour masquer un déficit de 40% sur ses marchés asiatiques. » Le sourire de Sébastien disparut instantanément. Mireille brandit la canne. « Étienne ne m'a pas seulement appris à lire un bilan financier, il m'a montré le vôtre. Vous n'allez pas racheter Tournier Dynamique, car vous êtes ruiné. Et si vous osez toucher à son entreprise pendant qu'il est sur son lit d'hôpital, je publierai les dossiers compromettants avant que votre café ne soit servi demain matin. » Le silence fut total. « Je suis celle qui détient les clés maintenant, » conclut-elle. « Et je suis la seule chose qui se dresse entre vous et la prison. » Elle tourna les talons et sortit avec une dignité royale. Mais une fois dans l'ambulance, la victoire s'évapora. Étienne était inconscient, relié à des moniteurs. « Ne nous quittez pas, » murmura-t-elle en romanche. La ligne sur le moniteur commençait à s'aplatir. La salle d'attente de l'hôpital universitaire de Zurich ressemblait à un tombeau de marbre. Il était 3 heures du matin quand les portes s'ouvrirent. Ce n'était pas un médecin qui apparut, mais Victoire de Castillon, flanquée d'avocats et de policiers suisses. « La voilà !» désigna Victoire, la femme qui a empoisonné mon oncle par alliance. Mireille bondit. « C'est un mensonge, il a fait un malaise cardiaque sous vos yeux. Mon père a obtenu une tutelle d'urgence, » ricana Victoire en agitant un document officiel. « Nous pensons que vous avez manipulé un vieillard sénile. Vous êtes banni de cette chambre et de toutes les propriétés Tournier. Si Étienne meurt, vous serez inculpé. Sortez. » Mireille fut expulsée sous la neige, les portes de l'hôpital se verrouillant derrière elle. Arthur l'attendait dans le SUV. Montez. Sébastien se dirige vers la Bastide. Il a des hackers qui tentent de forcer le serveur central d'Étienne. S'ils entrent, ils vident les comptes et coupent le financement des soins d'Étienne. « Nous devons les arrêter, » dit Mireille. Ils foncèrent sur les routes de montagne. Arrivés au domaine, le portail était bloqué. Arthur ne ralentit pas et défonça les grilles dans un vacarme de métal froissé. Ils coururent vers la bibliothèque. Le terminal clignotait en bleu. Accès non autorisé.
effacement du système dans 60 secondes. Mireille se jeta sur le clavier. « Quel est le mot de passe » cria Arthur. « Seul l'héritier le sait » répondit Mireille. Elle tapa « Tournier ». Accès refusé. Elle tapa « L'écrin ». Accès refusé. 10 secondes restantes. La panique lui serrait la gorge. Elle toucha son pendentif de granit. Un lien de sang et de granit. Elle se souvint de leur première rencontre, de la phrase secrète. Ses doigts volèrent bas sur les touches. Elle tapa en romanche « Twigiza Saoud ». Accès accordé. L'écran passa au vert. Mireille n'hésita pas une seconde et lança le protocole Ouroboros. La porte s'ouvrit brusquement et Victoire entra, visant Mireille avec un pistolet. « Éloigne-toi de cet ordinateur. » Mireille se leva avec un calme glacial. « Il est trop tard, Victoire. Je viens de transférer le contrôle de Tournier dynamique à une fiducie irrévocable. Et j'ai envoyé les preuves de blanchiment d'argent de ton père aux autorités. Je vais te tuer, » hurla Victoire, la main tremblante. « Encore une chose, » ajouta Mireille en montrant un document qui sortait de l'imprimante. Voici le rapport toxicologique qu'Arthur a commandé en secret. Il confirme la présence de digitaline dans le sang d'Étienne. La même digitaline que l'on trouve dans tes propres médicaments pour le cœur. Victoire baissa son arme, son visage devenant livide, alors que la police suisse investissait la pièce. 6 mois plus tard, l'écrin d'or était comble. Marcel, le directeur, hurlait sur un jeune commis qui avait fait tomber une fourchette. « Tu ne vaux rien, dégage de ma vue !» Marcel, dit une voix froide et impérieuse. Marcel se figea et se tourna vers la table 12. Mireille Petrova y était assise, vêtue d'un tailleur blanc impeccable. En face d'elle se trouvait Étienne Tournier dans son fauteuil roulant, très affaibli mais bien vivant, ses yeux bleus pétillants de malice. Mademoiselle Petrova. « Monsieur Tournier, » balbutia Marcel en s'inclinant. « Je ne savais pas que vous dîniez ici ce soir. »« Nous ne faisons pas que dîner, » dit Mireille en se levant. Elle s'approcha de lui. « J'ai racheté l'immeuble et le fonds de commerce ce matin, Marcel. » Marcel resta bouche bée. « Mon premier acte en tant que propriétaire est un changement de personnel, » continua-t-elle. Elle se tourna vers le jeune commis tremblant. « Léo, tu es le nouveau directeur de salle. Traite ton personnel avec bonté. Si quelqu'un a faim, nourris-le. » Puis, elle regarda Marcel. « Quant à vous, vous êtes renvoyé. » Alors que Marcel s'esquivait, humilié devant toute l'élite parisienne, Mireille se rassit. Étienne prit sa main au-dessus de la nappe. « Vous avez bien agi, Mireille. Vous avez sauvé l'Empire. » « J'ai simplement écouté, » sourit-elle. Étienne hocha la tête et murmura les mots qui avaient tout déclenché. « Twigiza Saoud. Celui qui écoute appartient. » Et c'est ainsi qu'un acte de gentillesse gratuit et quelques mots dans une langue oubliée renversèrent un empire de cupidité. Étienne Tournier avait prouvé que le vrai pouvoir ne résidait pas dans le compte en banque, mais dans la noblesse de l'âme. Mireille Petrova était passée de serveuse à propriétaire. Non parce qu'elle était impitoyable, mais parce qu'elle était la seule à avoir vu un être humain là où les autres ne voyaient qu'une ombre. Cela donne à réfléchir, n'est-ce pas? La prochaine fois que vous croiserez quelqu'un dans le besoin ou que vous verrez une injustice, demandez-vous qui ils sont réellement sous leur haillon. Et plus important encore, demandez-vous qui vous serez dans cet instant précis. Un loup avide ou un cœur qui écoute.